Hein. Alors, donc, ils ont en face des gens qui n'ont pas l'habitude de combats très longs, tu vois. Hein. Donc, s'ils ont devant eux des Gaulois, des Germains, d'autres peuples, si tu veux, ils sont, quand il y en a plus, il y en a encore, quoi, tu vois. Hein. Donc, après, donc, les gens les plus aguerris sont les principes, hein, donc les Astati, une fois qu'ils ont fait leur boulot, ils passent derrière, hein, ils vont en réserve, et en général, ce sont les principes qui terminent le boulot. D'accord. Voilà. Et en général, on n'arrive pas au Triari. C'est qu'on arrive au Triari, c'est que c'est foutu. Les Triari, des fois, ils sont assis, ils attendent derrière leur bouclier, quoi. Ah bah, c'est Hein. pas là. Voilà, puis ils empêchent aussi les autres s'ils veulent fuir, quoi. Tu vois. Voilà. Voilà comment que ça fonctionne. Alors ça, c'est alors Et c'est vrai qu'au niveau des de... systèmes comme ça, il y en a plusieurs, les uns à D'accord, mais au côté des niveau de autres. la hiérarchie, c'est vrai, on me dit, il y a les centurions, mais après, au-dessus, Hein. c'est qui commande les centurions? Alors, il y a 2 centurions par manipule. Alors, un manipule, on a dit, c'était 100 personnes, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc, Le centurion commande 100 il y en, personnes, 100 personnes, il y en a 2 par manipule. et il y en a deux par manipule. Ouais. Ouais. D'accord. Et Et après, il y a toute une hiérarchie. c'est quoi les... Il y a justement, rappelle-nous un petit peu, parce que je crois Oh, il y écoute, a les centurions, après c'est quoi les ah, décurions, je sais plus, il y a oui, le... j'ai pas, j'ai pas fait un exposé sur les Romains. Oui. Alors, j'explique le principe pour comment eux ils ont révolutionné la guerre. Ils sont basés sur la guerre. Leur société est basée là-dessus, hein, et ils ont basé leur système sur une organisation extrêmement importante. Mhm. Alors, on peut regarder ici une formation, alors des différents types de formations qu'il peut y avoir, hein, ils peuvent se mettre de différentes manières. Donc, Alors attends, je... ils sont très, ils sont très souples dans leur formation. Hein. Voilà. Et alors, aussi, si tu veux, ils s'entraînent beaucoup. Hein, il y a une discipline de fer, ils s'entraînent beaucoup à manœuvrer tous ensemble. Il y a des ordres, hein, il y a toute une série d'ordres qui sont bien précis, qu'on leur lance et ils font ceci, ils font cela, en Et c'est fonction qui des a ordres. établi ces grandes Hein. stratégies romaines? On connaît le nom des généraux qui ont établi ces façons de faire, qui ont inventé ces techniques, ces stratégies? Le nom des généraux romains, on les connaît, non? Ça s'est fait petit à petit, en fait. Hein. Ouais. Rome, c'est dans la durée. Il y a eu, ce qu'on appelle la révolution des manipules. Ouais. La première idée, c'est de passer de l'hoplite au manipule. Parce que c'est en se confrontant avec les Grecs. Tu vois, ils sont confrontés longtemps avec les Grecs, et quand ils étaient hoplites contre hoplites, bah, ils passaient pas. Hein. Et donc, petit à petit, ils se sont dit, bah tiens, on va faire autrement, et on va faire ces petits carrés autonomes, hein, c'est comme des véhicules qui sont bien cohérents, et qui peuvent se déplacer et se mettre dans des formations différentes. Hein. Et notamment, les Grecs essayaient, comme il y a une bataille dans laquelle ils vainquent les Grecs, ils en terminent, ils arrivent à coloniser la Grèce, eh bien c'est en arrivant comme ça à les contourner. Alors ils ont aussi des cavaleries de part et d'autre, des cavaleries qui sont surtout des Germains, et qui sont, eux, la cavalerie, sont chargés de protéger les flancs et de courir après les gens qui s'enfuient. Voilà. Donc tout ça, c'est simplement pour dire, je ne fais pas mon exposé sur les Romains, pour dire que leur société est basée sur l'organisation militaire. Hein. Voilà, il y a à peu près, quand il y a le service militaire, il y a 10% de la population qui, qui est, on ne va pas dire sous les drapeaux, mais qui est engagé militairement. Hein. Alors après, il y aura une armée de métier sous l'Empire, quoi. Voilà.
Donc, là, alors eux, comment ils pratiquent ils ont déjà une technique extrêmement moderne qui est celle de négocier avec les gens pour leur imposer la paix en leur disant, vous voyez, si vous ne battez plus, vous vivrez comme nous, vous serez citoyens. C'est vrai que les Gaulois, les Gallo-Romains seront citoyens romains, hein, donc il leur montre tout l'intérêt à être romains. Et donc, ils négocient beaucoup et avec les gens, mais ils sont absolument terrifiants avec ceux qui se révoltent. Alors ceux qui se révoltent, c'est-à-dire qu'ils détruisent les villages, ils tuent les hommes, les femmes, les enfants, ils brûlent les récoltes, et c'est vraiment un travail de massacre total et de génocide même, hein, puisque contre les Gaulois, il y a eu un véritable génocide contre les Gaulois de chez nous et aussi contre les Espagnols. Les Espagnols, ils se battront pendant 150 ans contre eux avant d'en terminer, quoi. Ouais. Donc, les fameux Ibères. Hein, les fameux Ibères. les Ibères, voilà. Les Ibères et les Lusitaniens. Voilà. Donc, cette société est totalement prédatrice, guerrière, extrêmement violente, dans toute son idéologie. On voit bien les jeux du cirque. Hein, et donc, c'est quand même cette civilisation qui nous a amené, soi-disant, la civilisation. Et il faut bien voir que durant, à partir de la pseudo-renaissance, si tu veux, Rome a toujours été magnifiée par les pouvoirs. Tu vois, hein, l'antique Rome, et puis Napoléon ne voyait que par Rome, il se voyait en empereur romain, un petit peu, hein, et notre foutue République que t'aimes pas, moi que j'aime mais toi que t'aimes pas, elle a été collée un emblème romain en tant que emblème, on se demande bien pourquoi, hein, et que dans l'enseignement public, on a toujours magnifié ces salopards de Romains, parce que c'est vraiment, dans l'histoire, c'est les pires ordures qui puissent exister. Tous les bâtiments, en particulier les bâtiments de pouvoir, ils aiment faire référence à l'Empire romain. Voilà. Tribunaux, Comme ça les ressemble Américains. toujours à des Oui. temples romains, etc. Voilà. Il y a tout un tas de bâtiments, c'est souvent Exactement. c'est symbole du pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est le symbole du pouvoir. Rome, c'est le symbole du pouvoir, et ça vient justement de la révolution de la manipule. S'il n'y avait pas eu un type qui avait inventé ce truc de la manipule, eh bien, on serait peut-être grec. Hein, je ne sais pas ce qu'on serait, mais non, on serait resté celte après tout. Hein, c'est tout. Parce que la civilisation celtique, c'était quand même une très grande civilisation, et très technique, très développée, avec un nombre d'inventions extraordinaires. Et voilà, bon, maintenant on parle, je parle un bas latin, un latin transformé à cause de ces gens-là. Voilà. Donc, l'art de la guerre romain nous a fabriqué notre idéologie jusqu'à aller coller ce foutu symbole sur notre passeport. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Pour montrer l'influence des Romains, quoi. C'est l'influence de la guerre romaine. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si on va passer à un autre état. Alors, oui, alors lui, le Gaulois, lui, dans la guerre, lui, son truc, c'est, et on verra que ce sera durant tout le Moyen-Âge, il ne faut pas de tactique. C'est-à-dire le Gaulois, il ne faut pas, pour lui, c'est un déshonneur d'avoir une tactique militaire. Tu vois ? C'est lui, je suis un guerrier, et je suis là, des fois nu, devant l'autre, et c'est ma force qui va le vaincre. Surtout, voilà,
Voilà. Et la tactique, c'est vu comme quoi? La tactique, c'est vu comme on verra pendant tout le Moyen-Âge, c'est vu comme une tromperie, quoi. Celui qui a une tactique, il est vil, il n'est pas noble. La tactique n'est pas noble. Hein, la tactique n'est pas noble. Se cacher n'est pas noble. Hein, et ça, on verra tout à l'heure. Donc, cette idéologie face à la perfide Albion, hein, tu parles que les Anglais, ils en ont bien profité. Ils en ont rien à foutre de ça. Et ils vont massacrer ces pauvres nobles de notre cher pays. D'où ça vient, ça? C'est pourquoi en France, pourquoi en France on a eu cette mentalité-là et que les autres ne l'avaient pas? De se dire, bon, bah, faire de la stratégie en termes militaires, c'est un manque de dignité, quoi. Ah non, si tu pouvais pas, c'était interdit. Ouais. Tu perdais ta noblesse. Mais c'est quoi? C'était en rapport avec quoi? Pourquoi ils avaient cette mentalité-là? Il y a eu, ben, c'était en rapport un petit peu avec l'esprit qui devait rester du guerrier gaulois ou du guerrier franc. D'accord. Hein, où finalement, c'est la valeur guerrière, elle est individuelle. Pour le Romain, la valeur guerrière, elle est collective. Hein, si tu veux, les Romains ont une vision extrêmement moderne de la guerre. Hein. Pour eux, c'est vaincre. Donc, le but, il y a un but à atteindre, c'est vaincre. Donc, on va mettre tous les moyens, on s'en fout, qu'on soit honorable, pas honorable, on s'en fout, il faut vaincre, amener des esclaves. Donc, on va aller au bout de cette volonté de vaincre. Hein. Tandis que le guerrier, dans la guerre, c'est pas vaincre. Le guerrier, d'ailleurs le Gaulois, quand il est vaincu, il se suicide. Il se suicide. Le but du guerrier, dans l'esprit guerrier, c'est de vaincre son adversaire. C'est pas de gagner la guerre. Les Romains, les Gaulois ne pratiquaient pas l'esclavage? Non, ou très peu. Très peu. Ce qui veut dire que lorsqu'ils se battaient avec les Romains, en fait, ils perdaient du temps, ils ne pouvaient pas faire leur champ aussi de l'autre côté. Il y a ça, puis comme tu sais, ils tuaient leurs adversaires. C'est un ballot. Les Romains, ils essayaient de les prendre, puis ils leur faisaient cultiver la terre. Mais le Gaulois, lui, il était obligé de cultiver sa terre. Bah oui. Et quand il se battait, il ne cultivait pas sa terre. Et c'était ça son problème. Ouais, donc cette société gauloise, vis-à-vis de la société romaine, ça allait pas ensemble, quoi. Ouais. Ça collait pas, quoi. Ils pouvaient jamais s'entendre. C'est pas possible. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? On me dit, oui, que c'est vrai que les Romains ont quand même amené les aqueducs, les thermes, entre autres. Oui, bon, il y a eu une participation aussi. Ils ont amené les aqueducs, les thermes. Enfin, ils ont massacré beaucoup de gens pour nous amener ça. Hein. D'ailleurs, les Gaulois étaient très très propres, très soignés. Ils faisaient très attention à leur corps. Hein. Bon, ok, les aqueducs, les thermes. On nous dit que sur Alésia, les Romains diront que la position gauloise était finement intelligente car elle empêchait toute faille. Que la position gauloise était finement intelligente car elle empêchait toute faille. Ils étaient bien positionnés. Alésia ? Oui, Alésia, c'est ce que non, il doit confondre avec Gergovie. Ah, certainement. Gergovie, vers Saint-Gétorix, a réussi avec une stratégie assez fine à vaincre les Romains. Mais Gaulois, à Alésia, si tu veux, les Gaulois se sont fait avoir parce qu'ils étaient dans un oppidum. Hein, et ça, c'était la dernière chose à faire avec les Romains. Parce que les Romains, donc, ils avaient des techniques de siège très, très élaborées. Hein, donc, ils commençaient... D'ailleurs, quand la Légion arrivait à un endroit, elle construisait d'abord un fort. Chaque légionnaire avait une pioche. Hein, et il commençait par construire un fort carré avec 4 tours, et puis avec les 2 rues croisées au milieu et 4 portes. Bon. Et que le lendemain, il partait, il brûlait tout. Bon. Et donc, quand il voulait assiéger un oppidum ou une ville, il refaisait toute une muraille autour, hein, et des 2 côtés. Hein, il faisait des chausses-trappes, il faisait des fossés avec des pics dedans, à l'intérieur, hein, puis des trous avec des pics un peu partout, ce qu'on appelle des chausses-trappes. Donc, ils empêchaient les gens de sortir et ils empêchaient les secours d'arriver. C'est ce qu'ils ont fait à Alésia.
C'est comme ça qu'ils ont eu que c'est comme ça que Vercingétorix a été obligé de se rendre. On dit qu'Alésia ne s'est jamais passé. Alors c'est vrai qu'il y a une histoire un peu de révisionnisme là-dessus. On nous dit que Alésia finalement une bataille qui peut-être n'a jamais existé. Oh. Ah, peut-être tu rigoles. Bon. Mais j'ai déjà entendu ça. Moi j'ai déjà entendu ça. Ouais, on peut tout remettre en cause. J'ai déjà entendu cette affaire que Alésia, en tout cas que le site... Non, le site, on ne sait pas où il est. Voilà. Bon, c'est pas à dire que ça n'a pas existé. Si Alésia n'avait pas existé, je ne parlerais pas une langue qui est à 90% une langue latine. Je parlerais je parlerais comme les Bretons ou comme les Irlandais, tu vois. Bon, là, si je parle une langue latine, c'est que bien que nos chers Gaulois qui étaient là, ils ont bien pris la pilule, hein. Bon, quelque part. Donc, CQFD. Ouais. On me dit, c'est vrai, est-ce que Vauban s'inspira des techniques de siège romaine plus tard ? Est-ce que Vauban il s'en inspirera de ces techniques-là plus tard ? Les techniques, soit les techniques de siège et les techniques de fortification vont inspirer tous les gens qui vont construire des fortifications après. Hein. Et donc il y a une évolution de la fortification, chacun s'inspire de l'autre. Et effectivement, Vauban arrive à la quintessence du fort. Hein, il arrive à la quintessence du fort. Mais évidemment, bon, les Romains étaient quand même passés maîtres dans la construction de fortifications. Alors là, j'ai la statue de Arminius, Hermann, hein, qui lui, le seul qui a battu les Romains à plat de couture, hein, qui leur a foutu la pâtée dans la forêt de Teutobourg. Et en plus, alors, on peut préciser quand même comment on appelle ça, la vie de ce personnage qui est assez étonnante, puisque il a été enlevé. Non, il a été enlevé, lui, étant petit. Il a été amené à Rome, éduqué à Rome, etc. Puis quand il a été renvoyé, en fait, d'ailleurs, dans sa tribu de Germain, il pensait l'avoir soumis, se dire bon bah ça y est, ce petit Arminius, puisqu'il s'appelle. Il avait un autre nom, un nom germain. Hermann, voilà. Et ensuite, il laisse les Romains partir, en fait, en leur disant vous inquiétez pas, les Germains sont avec vous, nous sommes désormais soumis. Et en fait, il massacre... il les massacre parce que là, les Romains ne peuvent pas se mettre en manipule. Ils sont en pleine forêt. Et apparemment, ils forment une longue colonne comme ça, sur des kilomètres. Et ils se font massacrer petit bout par petit bout, par petit bout. Et je crois que quelques milliers de survivants arrivent jusqu'à Rome, complètement... horrifiés de ce qu'ils ont vu, et Rome envoie, je crois, une expédition quelques années plus tard, et on découvre les squelettes dans la forêt. Ils sont horrifiés aussi à leur tour, et ça restera, il paraît, un traumatisme pour les Romains. Et ils vont reculer. Voilà, ils vont prendre une grande décision politique de dire on n'enverra pas à la Germanie, on va se contenter du Danube, de prendre la frontière, et on n'ira pas au nord du Danube. Ils ont eu du pot, et parce que dans la force de quelqu'un, il y a toujours un défaut. Et on verra, ça, c'est toute la guerre. Hein. C'est-à-dire, la force du Romain, c'est le combat collectif. C'est comme la force de l'hoplite. L'hoplite tout seul, il valait rien. Hein, le grec. Le Romain tout seul, il valait franchement 0. Alors lui, il mettait son bouclier comme ça, et dessous, il filait un coup de glaive. Puis on lui disait, fais ci, fais ça. Le chef, il faisait exactement ce qu'on lui disait de faire. Bon. Et donc, là, dans la forêt de Teutobourg, ils ne peuvent pas se déployer. Hein. Et donc, aussi, les Germains, ensuite, ce qu'on appelait les barbares, petit à petit, vont apprendre ça. Ils vont éviter de se confronter à une armée romaine en ordre de bataille, quoi. Oui, donc ils ont raison. Hein, ils sont malins. Après, ils vont stratégie, c'est malin. On apprend toujours de l'adversaire, et eux, ils vont faire de la guérilla, plutôt. Oui. Hein. Voilà. Ils ont tout intérêt, puisque en fait, dans cette confrontation directe, ils auraient perdu. Dans une confrontation directe, ils auraient perdu. C'est un peu les Amerlocs avec leur système, l'énorme système guerrier qu'ils ont, et qu'on verra dans les guerres asymétriques, dissymétriques et G4G, comment finalement ils sont battus. Hein. D'accord.
Bon, on va faire une petite pause. Voilà. Le temps de... Voilà, alors attends, je vais un petit peu... On a fait combien là? On a fait 1 heure. On a fait 1 heure, oh la vache. Et attends, je lis un petit peu vraiment vite. Les réactions vite fait, parce que vous êtes plein de réactions. Les Gaulois étaient le roi de l'évasion fiscale. Oui, c'est marrant. Ouais. On me dit les Gaulois étaient les rois de l'évasion fiscale. Les Gaulois ont-ils connu des sionistes? Et Herman était-il un lointain ancêtre de Air Doctor? Bon, je vois que vous êtes en mode troll un petit peu. Donc on fait la petite pause et puis on revient juste. Un peu trop de troll ce soir. Lefteros il me dit ça troll Lolo. D'où vous m'étonnez. On fait la petite pause et on revient. À vous la régie. Voilà, donc de retour. Après la petite pause thé, enfin on est encore dedans. Hein. On a repris un peu plus tôt parce que il y a pas mal de choses à voir. Alors, on a dit pour cette partie, on allait voir le Moyen-Âge, c'est ça. Hein, donc, on a vu l'Antiquité, donc les Hoplites, les Romains, les guerriers gaulois, un peu comment tout ça se jouait. Donc, pour un peu terminer avec cet épisode des Romains, mais en tout cas, ce qu'a fait la domination romaine, c'est aussi... leur organisation militaire très élaborée. Exactement. Quoi. Voilà, très organisée. Et à partir du moment... Alors, il y a toujours le revers. Hein. Il faut être hegelien et dialectique. Hein. Le négatif est dans le positif. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment... aussi dit ça. À partir du moment où il n'y a plus l'action collective, et que ça commence en débandade, et puis après c'est mort. Et donc après, la force individuelle du barbare a pris le dessus. Ouais. Et puis tu disais aussi que les Romains, ils avaient beaucoup concentré de troupes en fait aux frontières, ils s'exerçaient. Voilà. Et puis qu'une fois que les frontières en fait étaient percées, comme ça pouvait arriver, finalement il y avait peu d'armées. Il n'y en avait même pas. Ouais. C'est Constantin qui crée une armée de l'intérieur. Ouais, voilà. Mais sinon, il n'y en avait pas. Donc en fait, carrément l'armée romaine en fait. Elle devient au début une armée de conquête, puis ensuite une armée de position à garder les frontières. Voilà, à garder les frontières. Ouais. Puis après, elle se fait supplanter par les autres civilisations. Alors après, sous-traite la garde des frontières aux barbares. Aux barbares, et puis les barbares, ils disent, on est là. Finalement, quand il y a les frontières, on va les garder. On va les garder, voilà. Et donc, l'idéologie celto-germanique, qui est l'idéologie du guerrier, va se déployer pendant toute la période dite médiévale, dans laquelle d'ailleurs il y a, dans l'organisation sociale, il y a 2 périodes. Il y a ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, et qui est en fait une antiquité qui perdure. Parce que le mode de production est le même, c'est un mode de production esclavagiste qui perdure juste après les Carolingiens, tu vois. Et donc, dans les champs, ce sont des esclaves, et c'est des grands domaines, etc. Il y a un État, l'État de Charlemagne, c'est un véritable État. Et ensuite, durant la période féodale, il n'y a plus d'État. Voilà. Et donc, donc on va pas parler de la période antérieure aux Carolingiens, on va parler de la période féodale, tu me diras, j'en ai beaucoup parlé, et qui est une période où l'organisation sociale est l'exact inverse de celle des Romains. Elle est l'exact inverse. Ah ouais. Et donc c'est pour ça que cette période-là est haïe après par toutes les organisations étatiques et par tous les États et les pouvoirs. Oui, c'est montré comme une période obscure. C'est une période obscure, alors qu'on sait très bien qu'un chrétien sur 2 aujourd'hui va à la messe dans une église qui a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle, le XVe siècle, on va dire en gros. Encore et en gros, la plupart ont été construites au XIIIe siècle. Alors, tu veux, les vestiges de cette époque féodale sont extrêmement nombreux, et si on a été marqué par les Romains, ensuite on a été extrêmement marqué par la période féodale, et d'ailleurs la période féodale a inventé toute notre organisation sociale et entrepreneuriale, surtout avec les banques, avec les sociétés par action, avec
les modes de paiement, le paiement virtuel par écriture, etc. Et donc avec la société féodale, on passe dans la société moderne. La société antique, c'est une société figée qui n'est pas évolutive. Hein. Elle est là et elle meurt d'un coup. Tandis que la société féodale est une société qui n'est jamais la même chose. D'une année à l'autre, ça change. Qui s'adapte en permanence aux choses, puisqu'elle est basée sur l'individu. Hein. Et donc, mais cette société féodale va engendrer son contraire avec ce qu'on appelle l'Ancien Régime à partir de Louis XIV. Et là, on va rebâtir à une société pyramidale, étatique et centralisée. Et puis, évidemment, ça va mourir avec pas seulement la Révolution française, mais la Révolution bourgeoise qu'il y a partout en Europe. Donc, cette société féodale, elle développe le guerrier. Et s'il y a solidarité entre les gens, cette solidarité, c'est une solidarité de petits groupes. Hein, voilà. Mais c'est aussi une société de réseau. Ces petits groupes ne sont pas ennemis les uns les autres dans la chrétienté, mais ils sont entreprenants, ils peuvent entreprendre. Au Moyen-Âge, il y a quoi? Il n'y a pas l'émergence d'autres empires? Je veux dire, après l'Empire romain, bon, on va dire l'Empire romain d'Orient, qui deviendront les Byzantins. Mais il n'y a pas d'autres émergences? En Europe, non. Il y a l'Empire chinois. On va dire quoi après? Oui, Charlemagne, c'est quoi ça part? Charlemagne, il y a un empire, puis après Charlemagne, non, après c'est fini, il faut attendre Napoléon Ier pour faire un empire, et puis les pseudo-républiques qui vont après développer les empires coloniaux, quoi. Hein, c'est tout. Mais et encore, ce n'est pas un empire comme un empire romain qui est tout à fait fermé dans son système. Le système, il sera évolutif. S'il y a un empire, c'est totalitaire. Oui. Et là, on arrive dans une forme de société impériale maintenant, de société totalitaire. Mmh. On y arrive. Hein. Ouais. On y arrive avec les États-Unis. Nous, on fait partie des soumis et on est dans une société effectivement totalitaire. On peut faire beaucoup d'analogies entre l'Empire romain et l'Empire américain. Oui, là, tu vois qu'ils ont bâti Washington sur le mode romain. Ils se font mettre des statues comme la statue de Zeus dans le fameux temple, là, comment ça s'appelle? Le Capitole. Oui, alors c'est dans le Capitole, mais c'est dans le... ce fameux endroit là qui est... j'ai oublié le nom. En face de l'obélisque, et puis il y a une espèce il y a toutes les statues des présidents, puis ils sont comme dans la statue de Zeus, assis, etc. Ça, c'est leur grand... et il y a toutes les références, évidemment, à l'Empire romain, le Capitole, l'obélisque, le machin, ils ont tout. Enfin bon, l'obélisque, il y en a qui vont dire c'est culte de Baal, mais... C'est quand même de la même époque. Absolument. Et ça, c'est une société inverse à la société féodale. La société féodale est une société complètement individualiste et solidaire en même temps. Mmh. Hein, mais où chacun fait à peu près ce qu'il veut dans un cadre qui est à peu près souple, quoi. Oui, enfin, voilà, il n'y a pas d'État central, c'est ça qui... Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État du tout. Hein, puisque le pouvoir, lui, il est dispersé. Le pouvoir, il est possédé par celui qui a le droit de ban, c'est-à-dire le droit de punir et de contraindre. Ouais. Hein, mais quand toi, tu es possesseur du droit de ban, le voisin, il n'a rien à foutre chez toi. Tu vois? Toi, tu es le seigneur de ton coin. C'est un petit coin. Tu es seigneur de ton coin, tu as le droit de ban. Donc c'est toi qui vas juger les gens. On peut parler aussi, c'est vrai, il y a quand même aussi un empire, on parle de l'empire arabe, c'est vrai, on peut parler des Sarrasins, puisque ça du 7e, 8e. C'est un peu un empire aussi, mais enfin c'est un empire assez souple quand même aussi. Hein, mais c'est aussi un empire qui va s'ossifier puisqu'il sera incapable d'évoluer à partir des croisades. Le système va rester le même, quoi. Il va pas, tandis que le système occidental va exploser, puisque le capitalisme, c'est une continuité du système féodal. C'est le même esprit. D'ailleurs, le capitalisme est né en pleine
féodalité. Le capitalisme est le fils de la féodalité. Hein. C'est-à-dire le patron, c'est le seigneur, en fait. Hein. Et puis, il a pu se développer que dans la féodalité, c'est-à-dire en laissant la capacité, la liberté d'entreprendre à un type sans venir lui chercher des poux dans la tête, t'as du pognon, tu fais ce que tu veux, quoi. Ah voilà. Mais ça, c'est le capitalisme. Hein? Toi, tu donnes cette définition-là au capitalisme. Le libéralisme. Non, le libéralisme, c'est pas le capitalisme. Un libéralisme, le libéralisme, c'est une idéologie politique. Le capitalisme, c'est un mode de production. Donc ça n'a rien à voir. Hein, tu ne peux pas confondre capitalisme et libéralisme. D'ailleurs, le capitalisme devient de moins en moins libéral, puisque le capitalisme tend au monopolisme dans son mécanisme. Il tend à l'impérialisme et au monopolisme. Il n'y a rien de moins libéral que la société états-unienne, qui est une société fondée sur le stade final du capitalisme. Donc il n'est plus, puisque, si tu veux, le jeu de la concurrence font que les gros éliminent les petits, et qu'il y a concentration totale, et le stade final du capitalisme, c'est une seule société. En fait, c'est le socialisme, le stade final du capitalisme, si tu veux. Hein. Garaudy, il avait beaucoup travaillé là-dessus. Oh là, Garaudy, belle référence. Ouais. Non, mais quand il était membre du comité central du Parti communiste, le Parti communiste à l'époque avait beaucoup travaillé sur la description du système capitaliste et parlait du capitalisme monopoliste d'État qu'il y avait à l'époque. Hein. Capitalisme monopoliste d'État. Voilà. On l'a déjà dépassé. Ouais. C'est-à-dire le capitalisme. Moi, je suis un capitaliste. Mon rêve, c'est que j'ai pas de concurrent. Si j'ai pas de concurrent, je prends son marché. Donc, le capitalisme a toujours une tendance perpétuelle à éliminer le concurrent. C'est sa tendance. Hein. Et donc, il a une tendance à la concentration. C'est bien ce qu'on voit. Hein. Puis, le capitalisme a tendance à s'approprier l'État. Ouais. Et faire de l'État une machine monstrueuse. D'ailleurs, les grandes sociétés capitalistes ne peuvent plus vivre sans l'État. Sociétés d'armement, de pétrole, de je sais pas quoi, si tu veux, c'est l'État qui domine toutes ces grandes sociétés. Les hommes passent de l'État à la direction des sociétés, on les voit partout. Donc le capitalisme devient monopoliste et étatiste. Tu vois, comme il est aujourd'hui. Donc tout ça, ça n'a rien de libéral. Donc c'est en contradiction avec le libéralisme. Le libéralisme qui est une idéologie politique qui est de dire qu'il faut le maximum de liberté pour le maximum de personnes. Ouais, mais alors attends, le capitalisme en sens de système, que tu m'as dit c'est un système de moyens de production, mais les Romains étaient déjà capitalistes, on va dire alors. Comment ? Les Romains étaient déjà des capitalistes. Non, les Romains, c'était un empire. Pour qui est capitalisme, le capitalisme moderne, il naît déjà, parce que c'est un système en évolution. Il naît de la féodalité, c'est-à-dire de la capacité de Pierre-Paul Jacques de pouvoir entreprendre. Bon, le capitalisme, au départ, il est libéral. Mais les Romains, il n'y avait pas ça. Ah ben non, les Romains, c'était une société qui est basée sur l'esclavagisme. Ils ne pouvaient pas. Le mode de production romain, c'est je prends des esclaves et je les fais bosser dans les mines, dans les champs, dans les chantiers, etc. Ouais, mais on peut dire que pas tellement de différence après ce qui va se passer après. Entre les serfs, les grandes découvertes. Non, les serfs, ça va diminuer. Je veux dire, à partir du 16e, 15e siècle, on va faire de l'esclavage. Mais si tu veux, il faut voir les choses dans leur évolution et dans leur contradiction. C'est comme ça qu'il faut voir toute chose. La chose et son contraire, si tu veux. Hein. C'est-à-dire que le capitalisme se développe et crée... le capitalisme creuse sa tombe, comme disait Marx. Oui, voilà. Alors, tu vois, par exemple, il y en a qui me disent, voilà, Tepa parle de libéralisme économique, pas de politique idéologique. Le libéralisme économique est l'allié d'un capitalisme décadent. Parce que tu vois, pour dire que c'est quand même obligé d'allier à un moment donné. Parce que
Non, libéralisme et capitalisme, ça n'a rien à voir. Non mais par exemple, regarde. Tu vas additionner des pommes et des framboises. Non mais regarde, pour aller un peu plus loin dans l'histoire, on va se mettre au XVIe siècle, XVIIe siècle. Oui. On peut faire ce qui se passe à cette époque-là. L'Europe est dans une phase d'expansion. Oui. Et que moi, je sais pas, j'estime qu'on peut dire qu'elle est en rapport avec le système capitaliste, puisque c'est une recherche de ressources, sauf que on est obligé d'aller chercher les sources ailleurs, plus loin. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait On fait de l'esclavage. Oui, bien sûr. Donc il faut voir les choses dans leur dynamique. La féodalité supprime l'esclavage. Hein, au XIIIe siècle, il n'y a plus d'esclaves. Donc c'est même, voilà, il y a plus les derniers, c'est Philippe le Bel, c'est terminé. Ouais, voilà, c'est Louis XI qui passe un décret qui interdit le servage. Non, c'est bien avant. Oh, peut-être que Louis XI, mais avant Louis XI en France, au temps de Philippe le Bel, déjà il n'y en a plus. Donc c'est terminé. En plus, l'Église est tout à fait contre. Donc déjà, il y en avait de moins en moins. Déjà, le système, bon, on dérive, mais c'est on dérive pas un peu, grave. mais quand même, c'est dans le sujet. Si tu veux, le mode de production féodal est bien particulier et n'a rien à voir avec le mode de production antique. C'est-à-dire que le seigneur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit protéger ses paysans, mais il doit aussi s'armer. Hein, il doit s'équiper. Et son équipement, l'équipement d'un seigneur, c'est à peu près 150 000 €, quoi. À peu près. Son équipement, avec son aubert, sa cotte de maille, son aume, son cheval, son machin. Ça représentait 150 000 € aujourd'hui pour son simple équipement à lui. À lui, pour aller se présenter à l'hoste royal. Il faut dire que lui, il avait prêté un serment. Et son serment, et sinon, c'était la déchéance. Donc, il devait aller sur convocation de son suzerain, à la guerre. Son suzerain il disait, tu viens maintenant, c'est le casse-pipe, l'autre, il y allait, quoi. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors, voilà, donc à il fallait que lui, il s'équipe lui-même. Donc à partir du Moyen-Âge, parce que ça aussi, c'est quelque chose... la féodalité, pas du Moyen-Âge. Alors, de la féodalité... les seigneurs sont en charge de la guerre, parce que c'était ça la fonction sociale des nobles, c'était de faire la guerre. Voilà, exactement. Donc quand le roi, c'est le roi qui décidait d'ailleurs de faire la guerre. Qui décide de faire la guerre alors il y a d'abord des guerres privées. Alors ils font la guerre entre eux, beaucoup. Hein, et puis le roi décide de faire la guerre in fine. Hein, donc il décide, par exemple, pour le cas de Philippe Auguste, pour aller à la bataille de Bouvines, il convoque le ban et l'arrière-ban. Hein, donc le ban, c'est tous ceux qui possèdent le ban, le droit de punir et de contraindre, et l'arrière-ban, c'est tous les hommes du chevalier banneret. Le ban, il a une bannière. Il a sa bannière et autour de lui, il a l'arrière-ban, c'est-à-dire tous les chevaliers cadets, les écuyers, les hommes de pied, etc. Hein, voilà. Donc ils forment une petite troupe entre 20 et 150 hommes, à peu près. Hein, entre les vassaux, les va-vassaux, etc. Donc lui, il se présente à Saint-Denis, voilà, dans la plaine, et voilà, ils se rassemblent, ils arrivent là, et puis ils attendent, et puis après, il y a un tédéum à la basilique, il prend l'oriflamme de guerre, et puis ils partent à la guerre. Hein, bon, ça, c'est le roi, lui, il va convoquer tout le monde. Mais si c'est le comte de Flandre ou le comte de Champagne, le duc de Normandie ou je sais pas quoi, c'est pareil. Lui, il peut convoquer son ban et son arrière-ban pour ses propres guerres privées. Et ils ont de guerres entre seigneurs, donc il y avait des guerres... Voilà, des guerres entre seigneurs. Et le roi, lui, n'intervenait pas dans ces guerres entre seigneurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'était pas son affaire. Ah, c'était pas son affaire. Donc la guerre entre deux seigneurs, ça ne regardait pas. Ah non, c'est normal. Mais si la population venait le voir en lui disant il faut arrêter cette guerre parce que nous on nous souffre, etc. Alors ça c'est arrivé, effectivement. C'est la paix de Dieu, donc
au début de la féodalité, au Xe, XIe siècle. Donc le début de la féodalité, c'est juste après les invasions normandes. C'est comme ça que c'est né, la féodalité. C'est après les grandes invasions. Tu vois, tu as les Normands qui arrivent au nord-ouest, tu as les Sarrasins au sud et les Magyars qui arrivent à l'est. Tu vois, et eux, ils détruisent toute l'organisation sociale de l'Europe occidentale. Tout est détruit. Et l'armée impériale et royale, elle est incapable de faire face. Ouais. Donc les gens s'organisent pour leur défense, ils s'organisent localement. D'accord. Ouais. Tu vois, hein, ils s'organisent entre eux. Et donc tous les grands domaines qu'il y avait, les grands domaines antiques qui étaient énormes, où il y avait les esclaves, et finalement se morcellent c'est-à-dire l'ancien seigneur, de grand seigneur qui avait ce domaine-là, morcelle ça, donne ça à ses vassaux,